Bonjour mes salauds, aujourd'hui on va se reprendre une petite vidéo là. Ça faisait quelques jours que j'en avais pas fait. En même temps, j'étais débordé, j'ai pas eu le temps d'aller marcher. Mais là aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo. On m'a fait part d'une question qui m'a plutôt intéressé et une question que tout le monde prend à la légère et que tout le monde répond très vite fait, sans même savoir pourquoi. Mais vous allez voir, c'est très intéressant. Et déjà, je tenais à remercier tous ceux qui ont mis des commentaires. J'ai pris le temps de tous vous répondre et tous vous lire. Sur YouTube, vous avez des commentaires qui sont très pertinents. Sur TikTok, c'est un peu plus nuancé. Il y a des commentaires qui sont intéressants. Et puis il y en a qui sont là juste pour clasher. Alors que je suis personne. Donc vous acharnez pas, commencez pas. Attendez que je dise des dingueries pour vous acharner. Ça sera peut-être un peu plus justifié. Mais bon. Merci à vous en tout cas. Et merci au commentaire YouTube qui m'a dit que les sujets abordés étaient trop banaux. Banaux. Oui, effectivement, mais bon, faut bien commencer quelque part. Mais voilà. Donc la question qui m'a été posée, au détour d'une petite discussion, comme ça on parlait, chaque fois que tu te présentes et que tu es entrepreneur, la question qui revient c'est, enfin c'est même pas une question, c'est tout le monde affirme ça. Et du coup, vu que les gens l'affirment, personne ne prend le temps d'y répondre, ou alors tu as une réponse un petit peu bateau du genre oui ou non, sans forcément d'explication. Donc on m'a dit, mais moi j'aimerais bien me lancer, mais j'ai pas d'idée. Et en creusant un petit peu, on en est venu à la question, c'est faut-il forcément innover pour être entrepreneur? Donc, toujours pareil, il y a deux écoles, hein. Il y a ceux qui vont te dire oui, si tu n'innoves pas, ça sert à rien de faire une entreprise, tu n'auras aucune valeur à apporter aux gens. Et tu as ceux qui sont fervents défenseurs des métiers artisanaux qui vont te dire non, pas besoin d'innover pour faire une boulangerie ou t'as pas besoin d'innover pour faire un restaurant. Donc là moi je suis un peu plus mitigé sur ce sujet. Alors j'ai testé les deux, j'ai déjà fait des entreprises traditionnelles, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais j'ai fait une entreprise de vente de pêche à la carte. J'étais niché dans le domaine de la pêche à la carte. Et du coup, j'ai pas innové, c'est un marché qui existe déjà. Le commerce d'articles de pêche, c'est une activité qui également existe déjà. Donc un marché qui existe déjà, une activité qui existe déjà. Il faut que je fasse attention à ne pas me foutre une cheville en l'air en marchant et en regardant. Donc du coup, c'est quelque chose qui est quand même assez traditionnel. Et j'ai fait une application, donc du coup avec mon associé, c'est toujours avec mon associé, moi j'ai toujours des entreprises, je les fais toujours à deux. On pourra parler aussi effectivement de l'association, je vais vous faire une vidéo juste après pour l'association, parce que ça c'est aussi un sujet qui revient tout le temps, t'as pas peur de t'associer, donc ça je vous fais ça tout à l'heure. Et la deuxième entreprise, c'était une innovation totale. On a même été accepté dans une pépinière, on a été déclaré innovation et tout ça. Donc la deuxième entreprise, c'était une application de gestion de crise automatisée pour les communes et pour faciliter, en fait, si vous voulez, la vie de tous ces preneurs de décision qui ont de lourdes tâches de savoir s'ils font une action A ou une action B pour pouvoir mettre en sécurité leur population. Voilà. Donc on a été déclaré innovation, l'application a vu le jour. On a fait 5 ans dans cette activité. Et vous savez quoi, 5 ans dans l'activité, une innovation qui a été reconnue par une pépinière avec toutes les félicitations, mes couilles, mon cul, hein, tout ce truc pour se branler là, les discours et tout ça. Alors là, on en a fait des discours. Ah là, on en a pitché du projet, mais à part si vous voulez vous flatter l'ego, ça sert à rien. C'est de la merde. L'innovation, en fait, si vous voulez, c'est très dur. Vous arrivez dans des marchés qui n'existent pas, il faut tout créer de A à Z. Donc innover, c'est très bien, oui.
si vous avez des millions d'euros à foutre sur la table. T'es blindé. T'as 300, 400 000 euros de côté. Tu sais pas quoi en foutre. Tu te dis, tiens, je vais jouer au casino. Je joue pas au casino, fais une innovation. Tu auras plus de chances de gagner. C'est énergivore. C'est chronophage. Et c'est horrible de faire changer des mentalités. Notre application, pour info, ce qu'elle faisait, et je reviens sur la boutique de pêche juste après, notre application, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle faisait l'intégralité de l'arbre décisionnel sans IA, sans rien. C'était que de... Enfin, c'était en soi, l'IA, c'est de l'automatisation. Mais enfin, moi, je ne considère pas que c'était de l'IA, ça ne faisait pas des recherches tout seul. C'était juste une automatisation qui était très poussée, cela dit. Une très grosse automatisation. On a généré énormément de tests pour arriver à la calibrer, cette automatisation. On a fait du test avec du réel, on a mis personne en danger, hein. Mais on a fait du test avec du réel, on a pris les décisions qui avaient été prises, les autres décisions, on a regardé ce que l'application elle nous donnait comme décision à prendre, et on regardait par rapport à ce qui avait été appliqué par le passé dans des crises réelles, ou dans des crises actuelles, et on regardait les effets qu'il y avait eu par le passé des décisions, et ce que l'application nous disait de prendre comme décision, etc. etc. On a calibré l'application comme ça. On s'est très vite rendu compte que les décisions par le passé n'étaient pas toutes bonnes, et on s'est très vite rendu compte que prendre les bonnes décisions, c'était pas compliqué quand c'était une machine, parce que la machine n'a pas de sentiment. En fait, la machine prend toujours la bonne décision parce qu'elle a un truc qu'elle ignore, c'est le pathos. Elle n'a pas de pathos, la machine. La machine, elle n'a pas pitié. La machine, si elle doit confiner, elle confine. Elle ne va pas se dire, oui, mais du coup, la personne là qui devait aller voir sa mère qui est malade, est-ce qu'on ne peut pas la laisser passer? Non. La machine, elle n'a pas ça. Et la machine, il faut sauver des vies. Elle sauve des vies, point. Tu lui dis... Je dois sauver sur une inondation, sur un feu de forêt, je dois sauver ma population. Elle sauve la population. C'est pas à 100%. T'as toujours Jean-Michel héros qui va vouloir se jeter corps et âme dans la mêlée, qui n'a rien compris à l'histoire. Tu lui dis confine-toi, il y a des fumées qui arrivent. Il va aller plein poumon dans les fumées. Voilà, tu vois, ce genre de cons là, tu les as toujours. Tu vois, c'est pas parce que l'application elle te dit qu'il faut confiner que tout le monde va se confiner bien sagement. Non. Mais ça permet aux décideurs de prendre les meilleures décisions. Et en prenant les meilleures décisions, tu n'as plus que les cas un petit peu exceptionnels à gérer. C'est-à-dire que tu vas gérer ton Jean-Michel héros qui s'est jeté dans les flammes, quoi, tu vois. Donc tu n'as plus que ces petits trucs-là à gérer, puisque tu as économisé en soi. Je dirais que l'arbre décisionnel en France, nous, on a regardé. Notre application nous donnait une décision en moins de 5 minutes en remplissant l'intégralité du formulaire. C'est-à-dire que je prenais le temps de bien calibrer le formulaire, de bien prendre toutes les informations à ma disposition. 5 minutes, il y avait toutes les décisions qui étaient déjà sorties. Et j'étais capable de mettre en sécurité ma population en moins de 5 minutes. Actuellement, il faut déclencher un PCS, prendre la décision de déclencher un PCS. Est-ce que je déclenche, est-ce que je ne déclenche pas? Comprendre que je suis en crise. Vous en avez pour minimum entre 30 minutes, le temps de prendre la décision, et 2 à 3 heures pour les petites communes qui ne sont pas forcément très organisées, parce que le maire, c'est l'agriculteur, il descend de son tracteur, on lui dit il y a une crise, il descend de son tracteur, il va le temps d'aller du tracteur à la mairie, déjà tu as perdu une demi-heure. Ensuite, à la mairie, le temps de prendre toutes les infos, tu repères une demi-heure, etc. Mais pour les grosses communes, tu en as pour 30 minutes environ. Tu vois, une ville comme Perpignan, 30 minutes, déjà les bonnes décisions sont déjà sur la table, on sait déjà ce qu'on doit faire. Une ville comme un village comme, je sais pas moi, Eus, tu vois, dans les Pyrénées-Orientales, ça va être un peu plus complexe. Il faut rassembler tout le monde. L'adjoint, il n'est pas agriculteur, mais il est viticulteur. L'autre, il travaille à la mairie, donc c'est lui qui va devoir fermer les barrages, mais en même temps qui va devoir venir prendre les décisions de fermer le barrage.
Enfin, tu vois, c'est compliqué. Et donc, cette application, elle permettait de simplifier tout ça. Elle permet toujours, parce qu'on a gardé les codes, hein, on peut toujours la réactiver. Hein. Mais vous allez comprendre pourquoi nous, on l'a désactivée. Donc, on a été déclaré innovation. On a fait tous les concours naninana. On a fait tous les discours. Ils vous invitent dans tous les événements. Oh, regardez, on héberge une application révolutionnaire chez nous. Ah, ils adorent faire ça. Hein. Vous jouez sur la com, vous passez dans tous les médias. Vous avez même des médias qui vous contactent pour faire des interviews et tout ça. Alors pour l'ego, c'est génial. Hein. Franchement, tu veux pouvoir te branler à dire je suis passé sur tel média, tel média. Là, franchement, tu peux y aller, tu peux te branler. Hein. Les médias locaux, ils adorent ça. Nous, on est passé sur un média de Montpellier. On est passé sur des conférences dans plusieurs pépinières pour expliquer notre projet, pour montrer aux autres et pour les motiver à faire des projets. Enfin bref, là niveau ego, hein, tu te paluches, tu es invité à toutes les soirées, tu es la star de toutes les soirées parce que c'est toi qui as l'entreprise la plus prometteuse. Et au final, ben, tu tiens pas la route parce que nous, au bout de 5 ans, on a épuisé l'intégralité de nos fonds personnels parce que nous, on a mis nos fonds personnels dans cette activité. Tu as épuisé l'intégralité de tes fonds personnels, tu te rends compte que personne veut financer une innovation parce qu'en France, on est un pays de craintifs. Donc du coup, les capitales risques en France, c'est des capitales qui prennent justement pas de risques. Tu vois, les capitales risques, s'ils foutent de l'argent, c'est que déjà, ton produit, il a fait tant de ventes, tu vois. Ils ne financent pas la recherche, le développement. Ça, on a tout financé tout seul, j'ai tout fait à la main. Alors, mon associé, il s'est cogné des lignes et des lignes d'écriture à la mano pour faire des dossiers de 30-40 pages pour demander des financements. On n'a rien eu. Les seuls financements qu'on a eu, les mecs, ils voulaient nous prendre 50% de l'entreprise, être majoritaire. Mes couilles, hein, on va te faire enculer. J'en ai pas besoin, tu vois. Je préfère fermer que te donner l'entreprise parce que je sais très bien qu'après, je sais comment ça se passe. Hein. Tu vas faire en sorte que financièrement, je m'épuise. Dès que je me suis épuisé financièrement, tu récupères tout le code, tu lances l'application et toi, vu que tu as budget illimité, hop, comme par hasard, c'est un succès, tu vois. Donc voilà, on a préféré se barrer avec notre code, le garder dans la poche et se dire, bon, ben, le jour où on aura de la thune à foutre, eh ben, on a ça et on pourra éventuellement recommencer à mettre ça à disposition. Mais bon, donc effectivement, l'innovation, quand tu veux créer une entreprise innovante, tu te confrontes à plusieurs choses. C'est que d'un, il faut que tu changes l'intégralité de la mentalité du marché. Deux, il faut que ton innovation, elle soit en termes de scaling, elle soit scalable à une vitesse. Il faut que ça dépote parce que si tu n'es pas capable de scaler à une vitesse folle, tout ce qui est brevet, tout ce qui est ça, tu peux te les foutre au cul. Hein. Si tu n'as pas d'argent parce que tu es en train de lancer ton entreprise, t'inquiète pas que tu n'iras pas au tribunal pour défendre ton brevet. Je te l'explique, je l'ai expliqué dans la vidéo la dernière fois. On m'a dit oui, mais les contrats. Non, mais les contrats, mec. Encore une fois, si tu n'as pas d'argent, tu peux avoir tous les contrats du monde. Si tu n'as pas d'argent, ton contrat, tu ne le défendras pas. Tu ne peux pas. C'est pas possible. Il te faut un budget faramineux d'avocats, de procédures. Tout est long en France. Il faut que tu payes ton avocat pendant des mois pour aucun résultat. Pour à la fin peut-être te faire rembourser les frais d'avocat. Mais tu les auras tous avancés en attendant. Donc non, la France, croyez pas. Un contrat ne vous sécurise pas. Ça te sécurise, oui, si tu t'appelles L'Oréal, si tu t'appelles Xavier Niel, si tu t'appelles... L'Oréal, c'était Bettencourt, pardon. Bettencourt. Si tu t'appelles Xavier Niel, si tu t'appelles Bernard Arnault, oui, là, un contrat, ça te sécurise parce que derrière, tu as toute une armée d'avocats. Je t'explique que le mec, il te baise un petit peu sur le contrat. Tu vas tellement le fatiguer de procédures que oui, tu as gagné. Mais toi et moi, le contrat, ça sert à rien. Hein. Oui, le contrat de travail, c'est bien. Ouais, voilà. Tu vas au prud'homme. Si tu as pris ta responsabilité civile et ta protection juridique, ben, ça va te permettre de ne pas avoir à avancer les frais. Voilà. Après, il y a plein d'options hein, pour se sécuriser, effectivement.
Tu as la protection juridique, tu peux avoir une assurance de protection juridique qui te couvre l'intégralité de tes frais judiciaires. Notamment, je sais que, tu vois, je vais te donner une petite astuce. Dans ta voiture, si t'arrive un souci avec ta voiture et que tu t'es pas content de ce que ton assurance produit, tout ça, ton assurance te met à disposition une protection juridique. Donc tous tes frais d'avocat et tout ça sont payés par ton assurance. Tu peux demander dans ton assurance habitation une protection juridique également. Et tu peux avoir une couverture, tu peux coupler ça à une protection juridique à côté pour avoir tout ce qui est, par exemple, dans ton travail, dans ton professionnel, etc. Avoir une protection qui te couvre sur l'intégralité de tes frais juridiques. Mais bon, dans tous les cas, c'est des procédures qui sont très longues. Hein. Si tu te fais baiser un brevet, tu en as pour au moins 4-5 ans. Autant te dire que l'autre, il t'a bien copié en 4-5 ans. Il a bien compris comment tout marchait. Et tu t'es défoncé comme un acharné pendant des mois et des mois. Tu t'es fait tout piquer. Et au pire, tu as tout perdu. Au mieux, tu vas récupérer tes frais d'avocat, quoi. Tu vois. Mais crois pas que ça va être miraculeux. Tu vas rien sauver. C'est des légendes, hein, les contrats et toutes ces conneries. Moi, je l'ai vu en preuve. Dans ma pépinière, il y avait une femme, elle était mariée en plus. Il y avait une femme qui s'était fait financer son entreprise, pareil, même système. Il lui donne les premiers fonds. Les premiers fonds tombent, elle est toute contente, elle s'est fait financer. Elle commence à lancer son truc et là, fin des fonds. Ils ont arrêté de financer et ils ont fait en sorte qu'elle coule. Une fois qu'elle a coulé, ils ont récupéré tous les brevets. Et ensuite, ils sont allés mettre les brevets. Ils les avaient récupérés légalement puisqu'elle a fait faillite et c'était leur entreprise aussi. Donc eux, ils sont partis avec les brevets. Ils l'ont laissé avec les dettes. Et cette pauvre fille, maintenant, elle travaille pour financer ce crédit qu'elle avait obtenu grâce au premier financement. Donc le premier financement servait d'apport. Une fois qu'elle s'est ruinée avec le crédit, ils ont récupéré tous les brevets, ils sont partis avec. Eux, là, ils sont en train de faire une entreprise florissante parce que du coup, eux, ils ont le budget à foutre derrière. Et elle est la queue entre les jambes, elle leur a foutu un brevet. Elle a travaillé comme une acharnée pendant des mois. Et maintenant, il ne lui reste plus qu'à payer le reste du crédit. Sachant qu'à cause de ce crédit, on va pas pouvoir financer de maison, on va pas pouvoir financer rien, ça va lui bloquer toute sa vie. Enfin bref, c'est des bâtards. Il y a le cas de notre là. Pareil, une innovation. Il était dans le nautisme, il avait toute une idée de bateau révolutionnaire. Le mec ingénieur, il est chaud. Mec, on ne parle pas d'un débutant. Il se fait tout un process et tout. Il close tous les process. Il fait toute l'ingénierie. Il fait tout le développement, tout à ses frais. Le mec, il avait un peu de pognon de côté, il fait tout à ses frais. Il va chercher un financement. Pareil, financement, il rentre dans l'entreprise. Ils ont arrêté de financer du jour au lendemain. On lui a dit, ouais, mais si tu veux qu'on finance encore, maintenant, il faut que tu trouves un associé, il faut que tu trouves ci, il faut que tu trouves ça. Des trucs impossibles à faire. Ils sont repartis avec les brevets. Ils sont repartis avec les process. Et là, ils ont vendu les process et les brevets à une très grosse entreprise qui fait du transport. Et il est mort, quoi. Voilà, c'est fini. C'est fini pour lui. Maintenant, il a perdu toutes ses économies. Et malheureusement pour lui, il n'a pas d'entreprise, quoi. Donc voilà, ça c'est l'innovation en France. Quand tu pars de rien, c'est très mauvais. Donc l'innovation, pour être entrepreneur, oui et non. Oui, si tu as énormément de budget. Et non, si tu n'as pas beaucoup de budget. Si tu n'as pas beaucoup de budget, je vais te montrer ce que moi j'ai fait. Et chose que je ferais encore s'il n'y avait pas eu le Covid, parce que le Covid, c'est ce qui m'a fait plonger. Hein. C'est ce qui m'a forcé à fermer l'entreprise. Maintenant, l'idée, tu vas sur Internet, tu verras, elle est reprise dans tous les sens. Donc du coup, tu n'as qu'une seule chance. Hein. En entrepreneuriat, tu n'as qu'une seule chance. Hein. Une fois que tu as grillé ta cartouche, c'est fini. Change de méthode. Hein. Donc du coup, pareil, nous, on fait une entreprise. On avait, avec mon associé de l'époque, qui était un très grand fan de pêche à la carpe. Et en fait, on est bêtement allés pêcher tous les deux. Et moi, j'ai adoré ça, tu vois. J'ai commencé à pêcher avec lui. On se faisait des sessions de plus en plus longues. On a commencé par des 12 heures, après 24, 48, etc. Jusqu'à rester une semaine au bord du lac, tu vois.
Et j'ai vraiment kiffé la pêche à la carpe. Et on allait dans des endroits à chaque fois reculés. Il me partageait ces trucs d'anciens pêcheurs. Et moi, je découvrais plein de choses. C'était vraiment cool. Et je lui dis, écoute, moi, ça me plaît énormément, ça. Toi, ça te plaît énormément, c'est ta passion. Je lui dis, pourquoi pas en faire une entreprise. On va vendre des produits de pêche à la carpe. Comme ça, ça nous permettra, de pêcher en étant sponsorisé par notre propre marque. Et deux, ça nous permettra de générer l'argent et de pouvoir en vivre, quoi, finalement d'avoir des revenus pour en vivre. Du coup, il me dit très bien, ça lui plaît, l'idée l'emballe. Allez, on se lance, c'est parfait, c'est parti. Donc du coup, on commence à se lancer. Et du coup, tu arrives dans un marché qui existe déjà, donc c'est très concurrentiel. Et là, il faut te démarquer. Donc c'est là où, en fait, si tu veux, tu n'as pas besoin d'innover pour créer cette entreprise. Tu n'as pas besoin d'innover, mais par contre, il va falloir que tu te démarques. Et c'est là où en fait, les gens confondent l'innovation et les marchés anciens. C'est-à-dire que dans le marché ancien, tu n'as pas besoin d'innover. Tu ne vas pas réinventer la pêche à la carpe. C'est-à-dire que si tu veux inventer un nouveau système d'appât, tu peux. Mais ça ne sera pas de l'innovation, si tu veux. Ça sera juste... Tu vas ajouter à un marché qui existe déjà des solutions. Donc du coup, tu vas développer ce marché et tu vas ajouter ton petit grain de sable dans le process. Et moi, ce que j'avais remarqué, et la première question que j'ai posée d'ailleurs à mon collègue quand il pêchait, c'est mais pourquoi tu me montres énormément de techniques de pêche alors que quand on regarde des vidéos YouTube, tout le monde pêche de la même façon. C'est-à-dire que tout le monde pêche, ils amorcent, ils posent leur ligne et ils attendent pendant des heures et des heures alors qu'il y a énormément de techniques de pêche. Et il me dit parce que finalement les gens ne les connaissent pas et les techniques sont vraiment très compliquées à mettre en place si tu ne les connais pas, ne serait-ce que connaître les nœuds pour attacher ta bouillette sur ton hameçon, tu vois déjà il y a 4 ou 5 nœuds différents. Voilà, donc du coup partant de là, je dis écoute, on va faire découvrir le milieu de la pêche à la carpe aux pêcheurs et on va faire une boîte mystère. Et dans cette boîte mystère, on va faire découvrir tous les mois une nouvelle pêche, une nouvelle technique de pêche. Et on va faire découvrir le matériel qui est associé à cette technique de pêche. Et là, autant te dire qu'on a vendu tous les invendus des producteurs. Hein. C'est-à-dire que les invendus, les mecs, ils produisent des trucs pour la pêche, mais au final, ils vendent qu'une seule type de pêche. Nous, on a pris tous les invendus, on les a eu avec une réduction parce que les invendus, par définition, ça leur reste sur les bras, c'est un fardeau pour eux. Donc nous, on les a eu à des réductions de fou. Et deuxièmement, on a vendu ça, mais comme des petits pains, parce que les mecs, il n'y avait personne qui était capable de leur expliquer comment fonctionnait la pêche à la carpe, autrement que ce qu'ils connaissaient eux. Et en plus de ça, c'est des techniques qui marchent très bien, puisque les poissons ne sont pas habitués à avoir ces techniques. Étant donné que les seuls axes de vigilance des poissons, c'est les techniques qu'ils connaissent. Donc du coup, ça prenait énormément. On avait, au pic, on avait plus de 4000 abonnés, il me semble, à la box. J'ai plus le listing des abonnés, mais parce que j'ai fermé ma boutique Shopify sur la pêche à la carpe, mais on avait un très gros pic d'abonnés. Après, ils ne prenaient pas forcément tous les mois la boîte, hein, effectivement, mais on avait un très gros pic d'abonnés. Le mieux qu'on avait vendu, c'était 4000, je crois, dans le mois. Enfin, c'était déjà des chiffres colossaux. Donc on en vivait très bien, mais bon, le Covid est arrivé. Le Covid a fait fermer, parce que nous, on a eu le premier Covid, c'est-à-dire le Covid en Chine. On a dû rembourser tous les clients qui avaient acheté. Ensuite, on a eu le Covid de France, donc du coup, tous les confinements, sachant qu'après les confinements, les lacs étaient interdits de pêche parce qu'il fallait des zones contact, mes couilles, naninana. Donc du coup, ils ne voulaient pas qu'il y ait des gens qui se rassemblent autour des lacs. Donc les lacs étaient fermés. La pêche a été fermée quasiment un an et demi, hein, avec cette connerie.
Voilà, donc du coup, ça nous a forcé à fermer l'entreprise parce que finalement, tu as des frais. Tu as beaucoup de frais. Nous, on avait les locaux. Les locaux, c'est très cher. Alors, sache que si tu dois faire une entreprise, la plus grosse dépense que tu vas avoir, c'est tes locaux. En termes de frais fixes, je parle. Parce que les locaux, c'est facilement 800 balles de perdu tous les mois pour rien. Juste pour avoir des mètres carrés. Donc si tu peux t'épargner ça et faire des systèmes qui ne nécessitent pas d'avoir de grands espaces, là t'es royal. T'es royal. Tu verras les grands espaces quand tu auras des moyens d'avoir des grands espaces. Mais c'est des plaies financières, c'est les plus grosses plaies que tu puisses avoir, les locaux. Parce que du coup les locaux impliquent l'électricité, l'eau, l'abonnement, ton abonnement internet et tout. Parce que si tu es dans tes locaux, il va falloir que tu sois opérationnel, donc il faut que tu aies ton abonnement internet. Enfin, c'est plein de petits frais cachés qui s'ajoutent à ça, que tu n'avais pas prévu, tu vois. Une devanture, une façade, la rénovation. Enfin, tu changes de thème, il faut tout repeindre pour tout refaire. Tu changes quoi que ce soit dans le local, il faut que tout soit en accord, donc du coup tu es obligé de tout refaire. Enfin, c'est extrêmement chiant à gérer un local. Et si tu peux t'éviter s'il te plaît, évite-toi s'il te plaît. Mais bon. Donc du coup voilà, c'est la seconde entreprise qui a marché le mieux. Alors que pourtant on n'avait rien révolutionné. Et on n'avait pas été innovation. La première entreprise d'innovation, ça a été de la merde. On a fait un flop complet. D'ailleurs j'ai financé la deuxième suite au Covid. En fait j'ai financé la deuxième avec les bénéfices de la première. Et mon associé a fait pareil. C'est pour ça qu'on a tenu 5 ans. Parce qu'avec l'argent qu'on avait généré en 1 an d'activité, on a pu tenir 5 ans après nous sur la seconde entreprise. Et bien, pire erreur, la seconde entreprise. Parce que du coup, on a tout perdu. Et maintenant, si tu regardes sur internet un petit peu, tu veux t'amuser, tu regardes Box Mystère, pêche, et ben, tu verras, notre concept a été repris dans tous les sens. Et ce sera plus possible pour nous d'avoir une réelle plus-value sur ça. Et donc, on n'a pas pu rouvrir d'entreprise de pêche à la carpe. Voilà. Donc, innovation pour ouvrir une entreprise ou pas, ben, moi, j'aurais tendance à te dire, ça dépend de ton budget. Si tu as les reins d'assumer et de tenir pendant des mois et des mois à perte, parce que toutes les innovations, c'est ça. Hein. Pour info, ChatGPT ne sont pas encore rentables. Hein. Ils casquent. Hein. YouTube, toujours pas rentable. Hein. Enfin, ça commence à être rentable, mais ça a été en déficit pendant quasiment 15 ans. C'est horrible, putain la pente. Toujours aussi énervé ça là. Ouh. Un pic, hein. En plus il va faire 40 degrés là. Ouah, quelle idée de merde d'aller marcher. Faut vraiment être con. Hein. Ouh. Donc du coup ouais, tout dépend de ton budget. Selon le budget que tu as, eh ben, tu pourras privilégier un type d'entreprise. Sachant que les innovations, c'est pas très dur. Hein. Tu sais, c'est pas très dur. Hein. Tu prends un problème que tu constates, auquel il n'y a pas de solution. Nous, on a pris les mairies qui avaient ce problème de latence. Il n'y avait aucune solution pour elles. On a trouvé la solution. Après, on avait juste à développer le produit. Hein. Développer le produit, tu mets autant de temps que tu veux. Hein. Si tu veux mettre 5 ans à développer le produit, comme nous, tu mets 5 ans. Tu veux mettre 10 ans, tu mets 10 ans. Le principal, c'est d'avoir un MVP. Le product viable, le minimum product viable, ou le minimum viable product. Je sais pas, j'aime pas les acronymes. Tu as dû t'en rendre compte dans les autres vidéos. Une fois que tu as ton MVP, après, tu peux développer. Hein. Ton MVP te permet de faire tes premières ventes. Et après, avec ça, tu développes. Hein. Tu développes. Et te fais pas berner. Hein. Aujourd'hui, c'est très facile de développer tout seul. Hein. Va pas avoir des entreprises de tech qui vont te dire ah oui, nous on met telle équipe sur le coup, on va développer ça pour toi là, il y en a pour 6 mois.
Une fois qu'ils ont développé, ils font copier-coller. Ils ont 2 dossiers, ils t'envoient un dossier, ils gardent l'autre. Et dès que tu as le dos tourné, ils le vendent. Voilà, et tu te retrouves le lendemain avec tout ton travail donné à une autre entreprise. Voilà. On ne citera pas les entreprises qui sont coutumières des faits par chez nous, elles se reconnaîtront toutes seules, hein, parce qu'elles nous ont démarché, on les a refusées. Donc voilà, l'innovation c'est pas dur. Les gens se font toute une montagne, ouais mais moi j'ai pas d'idée, mais moi j'ai pas de ci. En fait c'est pas une question d'idée. En fait, l'innovation, tu regardes ce qu'il y a, tu poses un problème, et une fois que tu as posé le problème, tu as déjà fait 50% de ton innovation, tu n'as plus qu'à résoudre le problème. Et là c'est terminé, c'est fini. Une fois que tu as résolu ton problème, c'est terminé. Tu fais ton MVP et tu peux déjà commencer à commercialiser. Mais encore une fois, comme je te dis, faire changer les mentalités et créer un marché, même s'il y a un problème qui est douloureux, créer un marché avec un produit qui est tout juste développé, qui est nouveau, qui n'a pas fait ses preuves, eh ben, tu vas mettre énormément d'argent à faire tes preuves. Et une fois que tu auras mis énormément d'argent à faire tes preuves, tu pourras commencer à avoir un seuil où tu es pas négatif, mais tu es à 0. Et ensuite, il faut réussir à maintenir ce seuil à 0 pour pouvoir commencer à générer du bénéfice et rembourser toutes les dettes que tu t'es causées, quoi. Parce que quand c'est ton argent perso, tu fais pas de dette, tu vois. Tu t'endettes pas, c'est ton argent perso, tu le perds. Mais pour commencer à le récupérer, ça met longtemps, tu vois. Admettons, tu mets 100 000 euros sur la table. Ton associé met 100 000 euros sur la table, vous partez avec 200 000 euros. 200 000 euros, ça va très très vite à se faire cramer. Hein. Sachant que nous, on a tout fait à la main. Hein. C'est-à-dire que nous, on n'a payé aucun prestataire. Hein. Moi, j'avais fait un devis pour faire mon application. Le mec, il m'a demandé 700 000 euros. Je lui ai dit, je suis pas en Amérique ici. Hein, on est en France. Je vais voir avec YouTube ce que j'arrive à faire. Et si je ne comprends pas avec YouTube, j'irai sur Udemy pour prendre des cours un peu plus pertinents, tu vois. Et au final, avec un petit 150 euros, j'ai réussi à apprendre tout ce qui était nécessaire pour coder mon application, mon MVP. Et une fois que j'avais créé mon MVP, ben, j'ai foutu à peu près 100 à 200 euros par mois de formation pour apprendre à faire mon produit final. Et là, j'avais plus de temps, donc du coup, je le prenais à la cool et je travaillais que quand j'avais compris ce qu'il fallait faire. Je travaillais sur mon produit. Mais sinon, tout le reste, je passais le temps à me former. Voilà. Donc, c'est à peu près comme ça que j'ai géré le truc. Résultat, en 5 ans, en partant de zéro, je ne savais même pas coder. Au bout de 3 mois, j'avais déjà un MVP qui était codé. Parce qu'au final, le code, on se rend compte que c'est très facile à faire. En fait, ça fait peur aux gens parce que voir des lignes et des lignes et des lignes, ça fait peur. Ça donne pas envie. C'est comme quand tu vois une formule de maths, ça te fait mal à la tête. Ben là, c'est pareil. Quand tu vois des lignes de code, ça te fait mal à la tête. Mais au final, c'est très facile. S'il y a une logique, une fois que tu as compris la logique, après, c'est toujours la même chose. Et il faut juste que tu apprennes... des nouvelles opérations à appliquer et tu appliques la logique à tes nouvelles opérations et c'est fini, tu sais coder. Voilà. Moi, ça m'a pris 3 mois pour faire le MVP et au bout de 2 ans, j'étais capable de tout seul faire mon produit complet. C'est-à-dire qu'au bout de 2 ans, j'ai commencé à arrêter les formations et plus faire mon produit que les formations. Et c'est là où j'ai commencé à moins me former et plus faire pour au final avoir un produit qui fonctionnait très très bien. Qui n'a jamais été copié d'ailleurs parce que personne n'a réussi à le copier, alors que s'ils avaient voulu faire l'effort de comprendre la logique qu'il y avait derrière mon produit, ils auraient pu réussir à le copier. Mais bon, j'ai fait en sorte de bien cacher les éléments nécessaires à la reproduction. Donc du coup, tout ce qui était API, tout ça, c'était en bloqué. C'était pas une API que je partageais. Je n'autorisais personne à fouiller dans mes API, tout ça. Donc au final, j'ai réussi à bien cacher le truc. Et personne n'a réussi à le copier. Pourtant, ça a pas loupé. Beaucoup qui ont voulu le copier. Même à contre-coup, il y en a beaucoup qui ont voulu nous approcher, nous dire ah oui, votre produit il est bien, moi je voudrais bien développer avec vous. Voilà, tout ça, c'est... Il n'y a pas de gens gentils dans la vie. Surtout en France, il n'y a pas de gens gentils. Sache que les gens, ils sont très mal intentionnés. Et donc, il fait ça, c'est juste pour te baiser et partir avec. Hein.
Voilà. Donc si tu as déjà développé 3/4 de ton truc, tu as besoin de personne, tu finis le quart restant et tu te démerdes tout seul. Sinon, ça sert à rien de monter une entreprise et de s'associer avec des gens si c'est pour déléguer des tâches. Voilà, tu délègueras quand tu auras les moyens d'engager des salariés et là du coup tu pourras leur faire des contrats de confidentialité et là tu pourras, vu que toi tu seras en termes de pognon bien plus à l'aise qu'eux, ben, si jamais ils te baisent le contrat, tu les baises après au tribunal et là c'est fini, tu vois, ils pourront plus rien faire. C'est la fameuse phrase que je te disais au début, hein. C'est celui-là qui a le pognon qui va contrôler la victoire. Eh ben, tu vas pouvoir l'étouffer en procédure et du coup il va devoir admettre qu'il a merdé et donc tu as tout gagné. Voilà. Et là tu auras protégé efficacement ton produit. Et ben voilà pour cette petite vidéo. Toujours pareil, hein, si tu as des sujets que tu veux entendre, ben, commentaire, hein, tu me dis. Et moi je continue à te faire les sujets qui me passent par la tête ou qui sont révélés lors de conversations ou que je trouve pertinents. Voilà. Et merci à toi d'avoir écouté jusque-là. 30 minutes, non 40 minutes, ça fait une petite trotte d'écoute. Hein. Moi, tu te seras bien occupé, tu auras écouté un con parler. Et peut-être qu'à force de se parler tous ensemble, on sera peut-être tous moins cons dans la finalité. Et on arrivera peut-être à faire quelque chose de bien. Hein. Bon allez, bonne journée à toi.